Alors bonjour à tous, bonjour Elisa. Bonjour Johan. Donc je suis ravi, de vous retrouver tous pour un nouveau numéro, des interviews de My Holistic Team et aujourd'hui, j'ai, l'immense plaisir de recevoir Elisa Stern. Elisa, est-ce que, tu peux te présenter et nous expliquer quel est ton univers et qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Alors bonjour Johan et bonjour tout le monde. Je m'appelle donc Elisa. Je suis, dirais aujourd'hui, je me définis beaucoup comme une aikidoka qui s'en inspire 24 heures sur 24, en famille, dans mon travail avec mes clients. C'est un petit peu l'axe qui me supervisionne le plus et qui m'inspire au jour le jour. Donc, j'ai une famille d'artistes martiaux. J'ai un jeune de ceinture noire de judo à la maison et une jeune de 13 ans, ceinture noire de karaté également. Les arts martiaux nous inspirent beaucoup dans la façon efficace, assertive et sans lésion, en dignité et avec une notion grande de respect et d'équilibre à résoudre nos conflits. Donc, Qu'est-ce qu'il y a derrière cette philosophie, en fait, les arts martiaux qui t'a touché? Qu'est-ce ce qui me touche beaucoup, euh, c'est l'efficacité au moindre effort dans ce monde qui va très vite. Alors, tout le temps, hein, avec ma fille, tout va très vite, ça zappe tout le temps. Donc, il faut savoir caser très très vite, se faire écouter, écouter, aller à l'essentiel, être congruente, être authentique très rapidement. Toucher, influencer très rapidement, savoir faire parler son cœur avec sincérité très rapidement, réorienter tout risque d'escalade de conflit très vite avec le mot juste. Donc cette efficacité au moindre effort qui vient des arts martiaux me séduit beaucoup. Et l'entraînement qui est un des meilleurs moyens de prendre confiance en toi dans la mesure où tu développes des nouveaux réflexes qui sont complètement différents de ce que t'ont appris tes parents ou du passif et agressif qu'il y a dans la société. La non-lésion, se protéger, protéger l'autre de son agressivité et de mon agressivité potentielle, sans lésion, de façon efficace. Donc ces trois choses m'attirent beaucoup, ces trois choses. Donc on n'est pas dans un rapport conflictuel, en fait, c'est une transmutation de d'énergie, en fait, quelque part? Oui, l'aïkido en particulier n'est pas compétitif. Tu ne le verras pas dans les Jeux olympiques. Tu verras rarement des entraînements dans un dojo d'aïkido avec des ceintures qui explicitent la seniorité des uns par rapport aux autres. C'est quelque chose néanmoins que tu rentres dans le dojo et que tu vois tout de suite. Tu vois tout de suite plus par l'attitude que par des signes extérieurs de supériorité parce que ce n'est pas la philosophie. Donc l'aïkido en particulier n'est pas compétitif, mais par contre tu peux neutraliser très bien une personne si tu recherches de façon consciente à te remettre en sécurité en situation d'abus. La plupart des situations seront quand même faites pour utiliser l'énergie de l'autre, se protégeant et la réorientant de façon très harmonieuse en maintenant la dignité des deux parts et l'équilibre. Ce qui est Alors juste extrêmement intéressant dans la vie courante, en entreprise avec la hiérarchie, maintenir la dignité des deux parties, c'est fondamental. alors justement, tu fais une transition toute trouvée. Heu, Tu as défini un concept, qui s'appelle l'art martial verbal, qui est très original et est-ce que tu peux nous détailler, précisément en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. En quoi consiste le MVA, l'art martial verbal? Je ne suis pas la première, loin de là, à penser Mmh. à une analogie entre l'aïkido
et les relations et la résolution des situations difficiles relationnelles. Il y a d'autres personnes, d'autres aikidokas martiaux qui ont déjà pensé à cette analogie. La particularité de l'art martial verbal, c'est que ayant des enfants qui sont aussi issus du judo et du karaté, qui travaillent aussi beaucoup l'esquive, la dignité, le respect, etc., mais qui peuvent faire ippon, qui peuvent aussi atteindre les points vitaux plus compétitifs. Je m'en suis inspirée aussi de façon plus large pour donner le choix de plusieurs stratégies à la personne. Le principal est qu'elle ait conscience de ce qu'elle souhaite et que ça ne soit pas un réflexe animal préhistorique, disons comme ça, de contre-attaque parce que j'ai peur ou de fuite parce que j'ai peur. Donc, m'inspirant de plusieurs arts martiaux dus à la convivialité avec mes enfants aussi, que j'accompagne de très près, j'offre plusieurs stratégies. Il y a la rondeur de l'aïkido, il y a le côté très pacifique de l'aïkido et harmonieux, mais il y a aussi, si mon intention est de couper le risque d'abus tout de suite, quelque chose de très assertif aussi. Donc, ça va de la défense personnelle très assertive, sans escalade de violence, jusqu'à une harmonisation. Donc, tout dépend de ton intention. Et c'est là la particularité de l'art martial verbal, c'est d'avoir la chance d'être dans une famille qui, à très haut niveau, pratique depuis très longtemps, de façon vraiment très intériorisée, plusieurs arts martiaux. Donc, j'en ai bu plusieurs choses qui s'adaptent à un nombre varié de situations. Se remettre en sécurité tout de suite et remédier l'abus, voire harcèlement, etc. Deuxième intention possible, simplement mettre des limites avec calme, plutôt pédagogiquement, suscitant la coopération de l'autre. Ou troisième intention, très très inspirée là oui de l'aïkido, c'est de rester toujours centré, de sortir mentalement de cette ligne d'attaque où je me sens agressée et de me rapprocher de l'autre et de réorienter cette énergie vers quelque chose de constructif, ce qui est absolument génial quand tu veux faire un long parcours avec quelqu'un, quand tu veux vraiment compter sur quelqu'un et que cette personne compte sur toi sur le long terme. Donc effectivement, on imagine qu'il y a des applications nombreuses dans la dimension du relationnel, dans les entreprises, par exemple. Un manager, quand il y a des conflits ouverts justement avec des managers et donc tu peux aider justement, ces équipes à comprendre ce qui se joue et les outiller? Oui, 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 je dirais, tu me demandais mon parcours. Là, Oui. je, j'ai 53 ans, Johan, et j'ai travaillé 20 ans ou 22 ans peut-être en entreprise, dans des postes de management Mmh. et d'encadrement de grands projets nécessitant aussi encadrer des équipes, et moi-même étant donc collaboratrice et répondant à des hiérarchies. Sur 25 ans, je pense que j'ai dû avoir la grande chance de croiser parmi 10 ou 15 managers, mes managers à moi, 2 ou 3 particulièrement constructifs, et le reste était une très bonne école pour ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai développé quand même un respect et une compréhension très respectueuse de la pression et de la difficulté qui se trouve quand on manage une équipe, cette prise en sandwich entre un actionnaire ou un directeur général et ton équipe. Donc je comprends ce que c'est.
d'être mis sous pression, de ne pas montrer son meilleur aspect, de se retrouver très souvent en incompétence par rapport à des exigences qui sont des injonctions, vraiment des injonctions entre la personne très à l'écoute que l'on doit être par rapport à notre équipe et une pression sans sentiment qui vient du dessus. Donc, j'ai vraiment une grande empathie et mon atout est de comprendre très respectueusement cette injonction que vit un manager et lui donner des outils vers le haut et des outils vers son équipe pour gérer toute tension, quelle que soit sa position en entreprise et quel que soit l'interlocuteur, transversal, supérieur ou l'équipe, pour très vite désarmer une possible tension qui mène à l'escalade et, et sortir avec dignité toutes les parts, tous les interlocuteurs, avec quelque chose d'harmonieux, avec quelque chose qui convienne aux clients, aux différents services et à l'actionnaire. C'est, je crois, un bagage précieux que même en étant freelance, je ramène toute cette expérience pour aider aujourd'hui les managers. Et oui, c'est essentiel. Je l'utilise, oui, oui, oui. Alors maintenant, justement, comme tu as tout ce vécu en entreprise, en intra et aussi à l'extérieur en tant que freelance, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui poindre comme, nouvelles attentes de l'entreprise et nouveaux enjeux, selon toi? Alors, je vais te répondre en deux parties par Mmh. rapport aux enjeux que je vois. Une partie des enjeux, je pense qu'ils existaient déjà en train de surgir avant tout ce contexte et qui va augmenter encore plus. Et un autre enjeu, c'est un enjeu totalement neuf qui surgit exponentiellement de ce contexte. Alors, avant ce contexte, a commencé à apparaître à mes yeux un non-sens croissant des structures pyramidales. Les structures avec Internet, avec l'accès à l'information, avec les nouvelles générations beaucoup plus digitales, avec les différentes formes de pensée des jeunes et des plus 30, 40, 50 ans, je voyais déjà surgir un non-sens aux structures pyramidales. Et donc, je vois que ça va s'accélérer. La capacité transversale de bonne entente qui croît aussi avec la distance et la flexibilité de travailler d'où on veut. Donc, tout ce qui faisait avant les règles de management ou les habitudes de management, comme le contrôle, le respect hiérarchique, les règles et les procédures, la carrière, tout ça, je pense que exponentiellement ça s'envole et que l'égal à égal et la valeur ajoutée de chacun en entreprise a une autre logique, beaucoup plus transversale. D'ailleurs, le client, il en a rien à faire qui est le service A, le service B, le service C. Pour le client, l'entreprise, c'est une seule, de la vente jusqu'au service réclamation. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de verticalité, ça n'a aucun sens pour un client. Donc, en interne, en entreprise, je pense que de plus en plus, les bonnes relations, la rapidité des prises de décision et penser transversalement comme le client qui nous voit est de plus en plus importante. La compétitivité interne, elle a de moins en moins de sens. L'équipe soudée, tout service inclus, prend beaucoup de sens. Avec le contexte actuel, la flexibilité, l'agilité managériale, la qualité des relations, je pense qu'elle va encore augmenter beaucoup plus.
Et il y a un autre axe qui n'a pas directement à voir à l'entreprise, mais qui, avec tout ce contexte, a pris une grande ampleur et je n'arrive pas à la dissocier de l'entreprise, qui est les bonnes relations familiales au sein de sa propre famille. Si je me retrouve à travailler chez moi, ou si mon enfant se retrouve à faire de plus en plus de cours en ligne, etc., eh bien, on se retrouve dans le même espace beaucoup plus qu'avant. Et tout devient beaucoup plus embirlificoté. Les frontières entre ce qui est personnel, professionnel, etc., à mes yeux, explosent. Donc, la capacité très rapide de se centrer, de se conjuguer avec les autres, est très, très importante. Je te rejoins complètement, je fais le même constat que toi et effectivement, on est vraiment spectateur de tout ça et aussi acteur et alors justement, il y a quelque chose aussi de fondamental, que j'aime bien poser, à ceux que j'interviewe, c'est, quelles sont les valeurs qui pour toi, sont fondamentales, et qui, pour lesquelles tu te défends et aussi l'engagement, la mission que tu veux réaliser au niveau sociétal? Alors, il y a quelque chose qui me semble important de te raconter. Je pense que je te l'avais partagé. C'est que je Mmh. travaille dès l'enfance. Je travaille dès l'enfance. J'ouvre juste une parenthèse. Pourquoi? Quand j'ai quitté l'entreprise, j'ai été beaucoup plus exposée à l'accompagnement de mes enfants. Et donc, j'ai observé des choses extrêmement intéressantes, comme la susceptibilité, le harcèlement, les méthodes aussi passives et agressives au sein des écoles. Et, euh, et j'ai armé ma fille, m'inspirant de son karaté et m'inspirant de l'aïkido, pour, avec des mots, mieux vivre tout ça. Mmh. Et 3 mois après qu'on s'entraîne ensemble, elle n'était plus cible du tout de tentatives d'offense ou de cynisme à l'école. Et cette parenthèse, je la fais parce que là m'est venue une révélation qui est l'autonomie. Pour répondre à ta question, je trouve ce que je, ce qui me passionne à porter et qui se conjugue avec un manque dans la société, dans les entreprises, dans les écoles, dans les institutions, c'est de défendre l'autonomie, donner de l'autonomie dès le plus bas âge, et quel que soit l'âge, à chacun de, de créer sa bonne ambiance, de créer la bonne relation, de transformer un conflit ou un abus même en quelque chose de constructif. Parce que ce que je vois, c'est que les choses tournent autour de euh, demande de l'aide, demande à un adulte de t'aider, surtout dis-lui ce qui se passe. Bien sûr que c'est, je vais pas dire de pas le faire à un enfant. Si quelqu'un te fait mal, demande de l'aide. Mais au-dessus de tout ça, apprendre, enseigner à l'enfant quoi faire. Quoi faire, c'est ça qui lui donne du pouvoir. C'est ça qui va l'aider dans la vie. Donc, quand on parle dans une entreprise, OK, il y a les ressources humaines, il y a le syndicat, il y a des avocats, il y a des procédures légales, il y a plein de choses, plein de professions qui existent pour qu'il n'y ait pas d'abus et qui vivent de la violence, dont le gagne-pain et pouvoir aider en sauveur celui qui n'a pas de ressources. Mais moi, ce que je défends, c'est bien qu'il existe tout ça, mais d'abord, qu'est-ce que moi j'aurais pu faire ou qu'est-ce que moi je peux faire pour couper tout de suite les débuts d'abus. Parce que tout ce qui est agressif, passif et tous ces métiers qui vivent de te défendre et moi de dénoncer, perpétue. À mon sens, perpétue.
Les conseils de discipline à l'école, il y a un service qui est le CPE, je crois, je sais plus, Mmh. dans Mmh. les écoles. Voilà. C'est ça. Tout ça, ça vit de tous les programmes anti-bullying vivent encore trop de la dénonciation du, de celui qui harcèle et d'un programme pour éduquer les harceleurs à ne pas harceler, etc. Et victime, ça marche trop sur une dynamique victime et Bourreau. agresseur, bourreau. Et tout ça jusque dans tous les cercles de l'entreprise en tant qu'adulte aussi. Donc là, dans ce contexte de Covid, c'est très très bien la prévention, mais on est tombé dans la répression. Donc ça joue toujours les extrêmes. Et ça vit de ça. Et ça vit de ça. Ça alimente une machine. Donc la grande valeur que je défends, c'est l'autonomie. C'est celle que j'ai donnée à ma fille et celle qu'elle donnera à d'autres. Donc si chacun développe une autonomie pour, dès le premier mot abusif d'une hiérarchie ou de ma propre équipe, hein, les équipes abusent de la hiérarchie aussi parfois. Hein, on ne Tout à va fait. pas mettre tout ça, ça existe partout, dans tous les sens. Donc, si au premier mot, j'ai les ressources pour d'abord ne pas être cible, parce que quand j'ai les ressources, ça émane une confiance en soi. Et cette propre confiance en soi minimise déjà à la racine beaucoup d'abus. Donc, si j'ai les ressources sur la pointe de la langue, je ne sais pas si on dit ça en français, Mmh. oui, Oui. comme rêve, Le voilà, bout de la langue. sur le bout de la langue, si j'ai la ressource de répondre tout de suite avec confiance, de façon centrée, calme, et que l'autre se dise waouh, ok, je vois que euh, je vois que la dynamique avec cette personne est une dynamique d'équilibre, de respect, ok, et de dignité mutuelle et de respect mutuel, et que comme ça on va pouvoir mieux construire, c'est génial. Quand un enfant qui a cette ressource me dit qu'il a transformé en un ami un harceleur, c'est tout gagné. Tout est gagné. Et oui, on récupère sa souveraineté et ça, c'est vraiment Ouais, un c'est enjeu, ça. très important de notre société, à tout niveau. Et justement, c'est intéressant, ton approche parce qu'il y a énormément de besoins, dans toutes les sphères familiales et entreprises, donc c'est chouette. Alors pour conclure, parce que le temps avance, j'aime bien, terminer par, une philosophie ou une citation ou voilà, un texte ou un petit mot qui t'inspire, qui te caractérise ou que tu as envie de nous faire partager. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça, pour conclure? En ce moment, particulièrement ce matin, je pensais à une phrase que pour mieux gérer une situation personnelle. Donc, je vais dire laquelle c'est. Elle est très simple. C'est vraiment, à chaque fois que je me sens incompétente face à quelque chose, comprendre mes peurs et comprendre mes points fragiles pour ensuite mieux comprendre l'autre. Et c'est me comprendre pour mieux comprendre l'autre. C'est vraiment très important et c'est dans la base de l'autonomie aussi. Si je vois quels sont mes points fragiles et mes peurs, je vais savoir comment m'accepter avec humour, avec répartie, avec autodérision. Je vais savoir anticiper sur ce que sont mes points faibles avant que l'autre me les dise. L'acceptation, mon acceptation augmente et donc mes peurs n'ayant plus de sens puisque je les apprivoise, je n'ai plus peur de l'autre et il y a toute une autre dynamique et j'arrive à mieux comprendre l'autre. En tout cas, je te remercie beaucoup, Elisa, pour, ton témoignage, t'être prêtée au jeu, et ton Merci à toi, Johan. authenticité. Merci, Johan. Et À j'aurai très grand bientôt. plaisir à suivre justement beh, ton évolution et pourquoi pas te réinterviewer, pour plus tard. Avec plaisir. Au revoir à tous et à Au une revoir. prochaine.